Bonjour à tous et bonjour à Maya. Bonjour à vous tous et bonjour Daniel. Alors aujourd'hui, Amaya, tu souhaitais parler un petit peu de la différence et de la complémentarité de la relation à soi et également la manière dont on se relie à l'autre. Alors, comment est-ce que tu vois, comment est-ce que tu perçois la relation à soi pour commencer? Alors bon, de toute façon c'est lié, donc c'était quand même un sujet que j'ai voulu aborder et je me suis rendu compte que c'était un sujet quand même assez complexe. Voilà, donc mais c'est essentiel de comprendre le lien entre la relation à soi et la relation aux autres. Voilà. Donc Socrate disait, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Voilà, donc je suis un peu partie de cette phrase pour essayer d'aller voir, mais qui c'est soi-même, donc qui c'est moi-même, que chacun se pose la question. Alors je pense que nous existons effectivement sur plusieurs plans. Donc déjà, je vais partir de la relation à soi sur le plan de l'incarnation, c'est-à-dire voilà le petit enfant qui naît et qui va donc se construire au fur et à mesure, hein. Mais on va dire que déjà, disons, la conscience de soi, ça va déjà être le regard de l'autre et déjà le regard de la maman. Alors, que ce regard soit un regard d'amour ou pas. Ensuite, effectivement, un nourrisson, il a énormément de besoins. Donc, est-ce que ces besoins, ils vont être satisfaits ou pas? Alors, suivant s'ils sont satisfaits ou pas et dans quelle mesure, ça va engendrer évidemment une cascade de conséquences qui va être que si les besoins du nourrisson sont satisfaits, ça va être une ouverture sur la vie. Et si les besoins ne sont pas satisfaits, en tout cas pas complètement, ça va entraîner évidemment déjà une image de soi plutôt négative et une croyance aussi alors c'est pas dit avec des mots, mais disons, je n'ai pas, mes besoins en fait ne sont pas légitimes ou du moins ne sont pas très importants. Voilà, déjà, on va commencer un petit peu à se construire comme ça. Et évidemment, on va s'identifier dans l'enfance à l'image alors je vais parler, je vais dire à l'image que me renvoient mes parents ou que me renvoient les adultes autour de moi, bien sûr. Après, ça peut être aussi les autres enfants, ça peut être aussi à l'école, même à la maternelle. Quelle image on me renvoie de moi? Est-ce que je suis une petite princesse ou est-ce que je suis une petite chose négligeable? Tout ça, ça va quand même jouer donc sur le plan du moi et de l'incarnation, sur mon rapport avec moi-même. On est d'accord? Voilà. Ensuite, il y a aussi l'exigence, quand on est enfant, de se conformer au monde qui nous entoure, puisque un petit enfant, il est totalement vulnérable et totalement dépendant. Donc, il a par obligation de se conformer au monde qui l'entoure, que ce soit voilà, les us et coutumes, mais que ce soit aussi ce qui se passe à la maison, comment, comment on interagit les uns envers les autres. Il y a une obligation de se conformer. Donc, on voit déjà, avec ces quelques éléments, que la relation à soi, déjà, oula, elle n'est pas si simple que ça. Alors ensuite, évidemment, il y a aussi l'éducation, avec un conditionnement qui est quand même basé sur punition-récompense, c'est-à-dire tu fais ce qu'on te dit, tu es sage, tu seras récompensé, tu n'es pas sage, tu seras puni. Même si de nos jours tout ça c'est un peu chaotique, c'est quand même sur le même fond éducatif, c'est toujours le même. Ok. Ensuite, il y a aussi la morale religieuse. Alors peut-être qu'elle est un peu moins intense maintenant, mais comme je le disais quand j'étais jeune, moi qui étais élevée dans la religion catholique, il fallait surtout pas penser à soi, en apparence bien sûr. C'est-à-dire il fallait tout le temps faire passer les autres avant soi.
Alors ça a des conséquences aussi par rapport à la perception de soi qui sont assez importantes, puisque on nous enseigne que nous ne sommes pas importants, que ce qui est important, c'est le service à l'autre. Voilà. Et en même temps, tout ce type d'éducation, évidemment, ça va entraîner, ça va pas être anodin, hein, ça va entraîner, comment dire, beaucoup de frustration, beaucoup de confusion aussi, à pas trop savoir qui je suis, en sachant qu'après, à l'adolescence, on veut tous aussi, même quand on est enfant, on veut tous être comme les autres, quoi. On veut faire partie du groupe, on veut s'intégrer, on veut être habillé de la même façon que les autres, avec la mode du moment ou avec que ça soit une mode, ça peut être aussi une mode dans le style rebelle, hein, ou jean déchiré, ou etc. C'est exactement la même chose, c'est quand même une identification en fait à un groupe, quoi. Voilà, donc il y a tout ça. Et donc, dans ce que je suis, je voulais revenir sur le fait de s'oublier soi. Ça va entraîner en fait des conséquences au niveau de l'inconscient, parce que ça veut dire que si je suis tout le temps en train de croire que je fais pour l'autre, en fin de compte, tout ce que je vais subir, puisque je ne vais pas être à l'écoute de moi-même, ça va créer des blessures qui vont, ces blessures, se loger dans l'inconscient. Et ça, on l'a déjà expliqué pas mal de fois. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a des blessures dans l'inconscient et qu'en en même temps, ces blessures, elles portent des charges émotionnelles, si c'est de la frustration, de la colère, des non-dits, etc. C'est qu'à un moment, elles vont se réveiller et poum, de toute façon, on va aller les exploser sur les autres et particulièrement sur les gens qui sont les plus proches. Donc aussi, dans l'histoire du rapport avec soi, de la relation à soi, il y a tout cet aspect avec évidemment notre inconscient qui porte toutes nos souffrances non dites et cet inconscient, souvent, on peut l'appeler aussi le côté sombre, parce que on est aussi dans un mode de relationnel, dans une société euh, où il faut tout le temps être correct, en fait. Il y a des règles, il faut être correct. Donc, forcément, tout ce qui ne va pas être dans l'alignement, ben, ça va créer des réactions comme ça. Et tout ce qui n'est pas, comment dire, tout ce qu'on peut appeler les défauts qu'on peut avoir, on va un petit peu les occulter. Voilà. C'est-à-dire, on va peut-être beaucoup le voir pour les autres, l'observer pour les autres, le projeter sur les autres, mais on va avoir du mal à reconnaître ses propres, alors j'aime pas trop dire défaut, mais ses propres côtés sombres dans le sens, par exemple, c'est des sentiments d'humiliation, par exemple, qui vont se traduire par une certaine, peut-être un certain orgueil, parce que c'est souvent opposé comme ça. C'est-à-dire, on va faire preuve d'orgueil pour camoufler en fait des aspects de nous qui sont souffrants et qui sont aussi inconscients. Voilà, souvent l'orgueil, ça naît d'humiliation qui n'est pas mise à la conscience. Parce que de toute façon, on avance, sans forcément se poser toutes ces questions. Voilà. Donc tout ça, c'est déjà un petit peu relation à soi. Déjà, on voit que oulala, c'est pas, c'est pas si simple que ça. Alors, après, je continue un petit peu, après je te laisserai la parole. C'est qu'il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, nous sommes tout un chacun dans nos perceptions. C'est-à-dire, nous avons des perceptions sensorielles, avec la vue, le toucher, etc., l'odorat, qui de toute façon ne sont pas égales. Il y a des gens qui sont hypersensibles, des personnes qui sont assez fermées, et il y a toute une gamme comme ça de perceptions, même sensorielles, qui sont tout à fait différentes. Ensuite, il y a aussi évidemment les perceptions émotionnelles, c'est-à-dire que nous allons voir et ressentir une situation
chacun de façon différente. Même si toutes les deux, on va vivre une situation, je ne sais pas, on peut donner un exemple, nous sommes témoins d'un conflit entre deux personnes dans un magasin, voilà, peu importe. En fait, et toi et moi, si après on parle de ce qu'on a vu, de ce qu'on a perçu, on aura, à mon avis, pas la même perception, même de l'histoire et de la situation. Parce que peut-être que moi, je vais me sentir agressée ou que je vais avoir peur de voir la violence devant moi. Peut-être que toi, tu vas avoir beaucoup de recul en me disant, mais moi, je vois des espèces de pantins qui s'énervent, je me sens pas concernée. Voilà, je donne un exemple comme ça, mais c'est juste pour dire qu'en fait, on a une vision du monde qui est très personnelle, et c'est là où la relation aux autres aussi, elle va être un petit peu compliquée, parce que qu'est-ce que je perçois du monde, mais qu'est-ce qu'aussi je perçois de l'autre, c'est-à-dire qu'est-ce que je perçois du monde de l'autre, des perceptions de l'autre. Et là, je me dis qu'il y a quand même deux catégories, c'est-à-dire il y a une catégorie de personnes qui ramènent, qui sont plutôt dans une forme de c'est pas d'égoïsme, mais qui ramène à soi, c'est-à-dire qui voit les choses par rapport à eux, c'est-à-dire par rapport à eux, on le fait tous évidemment, hein, je veux dire ça, on le fait tous, hein. On voit toujours les choses par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on a ressenti. Même si à la télé, par exemple, on regarde qu'il y a une catastrophe naturelle, un tremblement de terre, et qu'il y ait des gens qui sont coincés sous les décombres, et qu'on nous serve ça avec les émotions, comme ils savent bien faire à la télé, on va malgré tout chacun le vivre avec notre propre histoire, avec notre propre émotionnel. Voilà, donc c'est ça. Et il y a aussi quelque chose qui peut se rajouter, c'est évidemment la qualité d'empathie. Et c'est quoi l'empathie? C'est arriver justement à être dans une espèce de position de neutralité qui va permettre de laisser la place pour sentir qu'est-ce que ressent l'autre, quelle est sa perception du monde, comment il voit les choses, comment il réfléchit, comment... Et ça, c'est très intéressant aussi, c'est un exercice très intéressant, parce que souvent, je vais dire on pour pas stigmatiser personne, on va dire on a tendance comme ça à se juger les uns les autres parce qu'on va aller projeter sur l'autre sa propre façon de régler une situation. Voilà. Alors que il y a des situations qui, pour moi, peuvent être tout à fait simples, mais qui peuvent être complexes pour une autre, insurmontables pour une autre. Et l'empathie, c'est ça aussi, c'est comprendre que on est tous différents et que par rapport à cette différence, euh, on a plutôt intérêt à ne pas toujours tout ramener à soi. Mais c'est pourtant ce qu'on fait de façon, on va dire, instinctive. Ou encore une fois, si on n'y met pas de conscience, si on vit comme ça sans trop réfléchir, c'est comme ça qu'on va faire et c'est aussi ce qui va entraîner des jugements incessants les uns envers les autres qui ne font que nourrir la division du monde. Voilà, déjà ce que je peux dire. Je te laisse un peu la parole. Et dans ce rapport à soi, donc tu l'as bien exprimé, tu l'as bien expliqué aussi, il y a cette ouverture à l'empathie, ça s'éduque également, ce n'est pas une qualité de certains et un défaut ou un manque de l'autre, c'est-à-dire que l'empathie, ça peut s'éduquer à partir du moment où on le souhaite, où on décide de prendre conscience que l'autre existe et a ses propres schémas de vie, ses propres archétypes, ses propres structurations, et on va y aller peut-être vers cette orientation-là, à de quelle manière on va interagir avec l'autre, avec les autres aussi. Parce que si on est dans le refus catégorique en disant oui, mais moi je sais pas, oui, mais moi je peux pas, etc. Oui, mais moi j'ai toujours été comme ça. C'est important d'observer que la relation à l'autre, en passant par la relation à soi, et cette éducation que l'on s'autorise à avoir de l'empathie,
elle va permettre une ouverture et une plus grande conscience collective aussi. Et dans cette relation à l'autre, comment est-ce que toi, tu verrais ces transferts, ces évolutions? Alors, c'est sûr que donc ma relation à l'autre, elle est évidemment influencée par tous les facteurs que je viens d'évoquer. C'est quand même assez complexe de savoir qui je suis. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que enfin, la réflexion que je me suis faite, c'est qu'en fait, quand on a vécu dans un climat hostile, maltraitant, euh, ou avec des personnes toxiques, ou, enfin, ou pervers narcissiques, puisque c'est quand même un sujet que je connais bien, en fait, on va avoir un rapport avec soi qui va être plutôt dévalorisant, euh, et que, et que pour retrouver en fait l'estime de soi, quand on a toujours eu des personnes qui nous ont renvoyé une image négative de nous-mêmes, il va falloir faire appel en fait à une autre partie de nous. Jusqu'à maintenant, donc j'ai parlé de la construction de soi au niveau de notre incarnation. Et c'est là maintenant où je vais faire rentrer en fait la dimension de l'âme, parce qu'il n'y a que cette dimension de nous-mêmes. Donc je rappelle ce que j'entends par la dimension de l'âme, c'est la dimension de nous-mêmes qui est restée sur un plan unifié, qui est donc relié à, enfin, c'est nos parties spirituelles qui sont reliées à l'unité, à l'amour inconditionnel, à l'unité. Donc, en fait, pour moi, tout le challenge d'être un être humain, c'est d'arriver à laisser la place à notre âme dans notre incarnation. On voit bien que par rapport à tout ce qu'on a expliqué, déjà la place, elle est bien prise par beaucoup voilà, on a dit, de conditionnements, d'exigences, de faux semblants, on va y venir, etc. Donc c'est sûr que quand on a eu affaire à la maltraitance et on a tous eu affaire à ça à des degrés plus ou moins forts, hein, voilà, je suis pas en train de, voilà, personne, on peut pas dire. Alors il y a des gens qui vont avoir eu en fait une image d'eux-mêmes où ils vont être adulés, où on va les mettre sur un piédestal, mais ça sera pas non plus une image juste. D'ailleurs, voilà, on peut préciser que dans ce monde, comme toutes ces valeurs sont inversées, ce qu'on va renvoyer de positif, ça va être tout ce qui est apparence, faux semblant. Voilà, même si on parle au niveau physique, il y a quand même beaucoup maintenant de chirurgie esthétique, de Photoshop, voilà, la beauté, elle est devenue aussi de la fausse beauté quelque part, que ça soit au niveau physique, que ça soit au niveau des valeurs, où le mensonge et la manipulation, en fait, sont, voilà, on va être un héros parce qu'on va réussir à manipuler des gens ou qu'on va réussir à gagner de l'argent sur le dos des autres, bon, etc. Voilà, donc on est quand même dans un monde comme ça. Donc, pour, par exemple, retrouver l'estime de soi, quand cette estime ou le respect de soi ou la reconnaissance de soi, quand cette estime, elle a été vraiment écorchée par des regards assassins, par des regards toxiques, ça va exiger une connexion avec son âme. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire, c'est pour arriver, la seule solution, c'est d'arriver à se connecter en fait à notre partie spirituelle. On peut aussi se connecter, je l'ai déjà dit, avec la vie. Et la vie, elle va nous donner en fait ce même regard, c'est-à-dire quand nous sommes dans la nature, un arbre, il va pas nous regarder de travers, hein, une fleur non plus. Voilà, il va toujours, la nature, elle va toujours, en fait, nous renvoyer une image de nous qui va être une image de vérité, quoi, une image de vie, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est important qu'en fait, que pour se retrouver, pour savoir qui je suis, voilà, parce que c'est ça, c'est
Le sujet, c'est relation à soi. Pour être en relation avec soi, à un moment, il est nécessaire, pour moi, bien sûr, de reconnecter sa partie spirituelle et son âme. Voilà. Alors, comment on reconnaît son âme? On la reconnaît avec la qualité, justement, de, de l'unité avec le vivant et avec le cœur. Voilà, c'est comme ça qu'on va le reconnaître. C'est oui, c'est passer Voilà. par ce côté, ce rapport au cœur, hein. Ça, c'est important de le préciser, de le répéter à chaque fois. Euh, on a tendance à penser avec notre tête avant de penser avec notre cœur. Et dans toute démarche, à partir du moment où on se pose la question, oui, mais de quelle manière est-ce qu'on peut faire telle ou telle chose, la priorité, c'est de passer par ce cœur physique déjà pour commencer, puis après, bon, le cœur dans le ressenti sur les différents plans, chacun à son rythme, chacun avec ses perceptions. Et déjà, la première chose, c'est de passer sur son cœur, sur son plan physique, et d'être à l'écoute de ce ressenti-là. Et pour revenir à la relation à l'autre, dis-moi. Attends, excuse-moi, mais ce que je voulais dire par rapport à ce que tu dis avec le cœur, justement, alors je voudrais mettre juste un petit bémol, c'est que parfois, dans la relation avec l'autre, euh, on va avoir tendance à s'oublier ou à vouloir faire plaisir à l'autre ou à vouloir plaire à l'autre. Et ça, il faut faire attention parce que justement, il peut y avoir une confusion entre, entre ça et être dans le cœur. Et c'est très subtil. Tu vois ce que je veux dire? La- ce qui est juste et ce qui est tout d'un coup un peu distordu parce que ça part justement eh ben, un petit peu dans les blessures, quoi. C'est-à-dire dans les blessures ou dans l'éducation qu'on a reçue. Quand je parlais d'éducation religieuse, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que euh, il y a, il y a le fait de vouloir faire passer l'autre avant soi, mais il y a aussi, quand on est empathique, autre chose, c'est la peur de blesser l'autre. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que parfois, on va pas, on va avoir peur de blesser l'autre. Et du coup, là, la frontière, elle est pas, elle est un peu floue. Voilà, elle est un peu floue. Donc ça aussi, être dans le cœur, ça demande un alignement. On en a déjà parlé, mais un alignement de chaque instant, parce que parfois, être dans le cœur, ça va être aussi se choisir soi et ne pas aller dans le sens de l'autre, même si l'autre il va être blessé parce que je me choisis. En fait, tout ça, il y a beaucoup de subtilité, bien entendu, parce que dans ma relation à l'autre, je vais rejouer évidemment beaucoup d'affect de mon enfance et de ma relation ben, souvent avec mes parents. C'est vrai que pour être aimé quand on est enfant, tout un chacun, chaque enfant va faire des concessions, va être un peu dans la séduction, va faire pour ne pas décevoir son parent, pour tout ça, c'est-à-dire que c'est quand même, euh, c'est quand même toute une aventure d'être en relation avec soi pour savoir vraiment qui je suis. Voilà. Alors comment on va faire pour comment dire, pour trouver notre juste place au milieu de tout ça. Voilà, je pose la question. C'est peut-être déjà commencer Euh, par expérimenter. On ne peut pas voilà, être. expérimenter. Et alors moi, je crois que, enfin, en tout cas, moi, le chemin que je fais et que j'aide les autres à faire, c'est déjà de s'écouter, voilà, d'apprendre à se connaître. Mais s'écouter, c'est quoi? C'est déjà écouter ce que je ressens. Ça, c'est la première chose. C'est la chose la plus importante. Je ne peux pas savoir qui je suis si je n'écoute pas ce que je ressens. Voilà. Parce que ce que je ressens, ça va me donner plusieurs clés. Ça va me donner la clé de mes blessures, bien sûr, mais ça va aussi me donner la clé de mon âme. Voilà. C'est ça qui est quand même très, très important. Parce que, en fait, comme tu parlais tout à l'heure de cœur,
C'est aussi avec le ressenti, le cœur. C'est avec le ressenti que mon cœur il va s'ouvrir, qui va être dans la compassion, qui va ressentir aussi, comme je parlais du vivant, qui va ressentir qu'un arbre est vivant, ou qu'une fleur est vivante, ou qu'un animal il a une sensibilité incroyable. C'est aussi avec le cœur. Donc, écouter ce que je ressens, c'est très important. Évidemment, il y a beaucoup de tri à faire. Évidemment, il y a beaucoup de tri à faire. Parce que la première des choses, et ça je le dis et je le redis, c'est d'aller à la rencontre de ce qui est blessé en soi. Et à partir du moment où je vais à la rencontre de ce qui est blessé en moi, et que petit à petit, jour après jour, pas à pas, je vais avoir euh, je vais avoir ce chemin pour me guérir, pour amener de l'amour, de la consolation, euh, là où il y a eu des blessures, du manque de respect. C'est tout ce chemin qui, petit à petit, va m'ouvrir la porte, en fait, à ce que je suis et ce que je suis. Je parlais du cœur tout à l'heure. Là, je suis dans le cœur, là, je suis en phase avec mon âme. Voilà. Ensuite, ce rapport à soi, ça va être aussi euh, m'autoriser à penser ce que je pense. Et ça, c'est pas toujours facile non plus, parce que on a beaucoup de gendarmes dans la tête qui vont nous dire non, mais ça, c'est mal de penser ça, ou c'est mal de penser que telle personne, elle n'a pas bien agi, ou c'est mal de remettre en question ce que m'auront dit mes parents, ou ce que m'auront dit des adultes référents, ou ce qu'auront fait des adultes référents. Et tout ça, pareil, c'est subtil, mais c'est quand même important de m'accorder le droit de dire, mais en fait, qu'est-ce que je pense de cette situation? Voilà. Parce que souvent, on va aller aborder une situation, on peut mettre en priorité non pas ce que je suis, mais le fait d'être accepté par les autres. Voilà. D'être accepté par le groupe. Et ça date, comme je l'ai expliqué, de notre petite enfance. Nous, les humains, nous avons besoin les uns des autres, nous avons besoin de cet esprit de groupe. Mais en même temps, justement, ça aussi, ça peut être un piège de faire comme les autres, comme ça, je ne me fais pas remarquer, comme ça, je suis un petit peu confortable, je suis acceptée, je sors pas du lot, tout va bien, voilà. Et tout ça, c'est pas si simple en fait, parce que si je m'autorise vraiment à assumer ce que je pense, déjà pour moi-même, déjà m'autoriser à penser, ça c'est la première chose. Ensuite, euh, assumer ce que je pense, c'est vraiment autre chose. Après, le communiquer aux autres, alors c'est encore autre chose, en sachant que je me suis fait la réflexion que parfois, il vaut mieux pas dire ce qu'on pense. Parfois. Voilà. Parce que, pourquoi? Parce que, est-ce que c'est la peine d'aller blesser quelqu'un qui ne va de toute façon pas me comprendre et qui, voilà, quel serait le but de dire à quelqu'un ce que je pense, de ce qu'il fait ou de ce qu'il dit, si ça doit lui faire du mal et que ça ne soit pas constructif. Voilà. Donc, c'est vrai que là, enfin, moi, c'est comme ça que j'agis. C'est le Je savoir se pense, taire aussi. C'est le savoir se taire. Il y a des moments pour voilà, poser la parole et des moments pour ne rien dire. Et c'est aussi voilà. être en relation suffisamment équilibrée avec soi-même pour pouvoir aussi être dans ces périodes où le verbe n'est pas important, n'est pas impératif, et que des fois dans une relation, mieux vaut prendre le temps d'écouter l'autre plutôt que de toujours trouver un obstacle par le mot, par le verbe, par la négation. C'est Ah important oui, aussi. oui, non, mais c'est sûr que là, moi, j'étais pas du tout dans l'histoire du conflit, là. Hein. J'ai même pas pensé, d'ailleurs, quand j'ai préparé donc, cette vidéo, j'ai même pas pensé au fait de conflit, quoi. Non, non, parce que ça, c'est pas ce qui nous concerne, pas aujourd'hui, en tout cas, c'est pas. Peut-être qu'on pourra faire une vidéo là-dessus, parce que c'est intéressant aussi, d'ailleurs, pourquoi on a des conflits, comment on peut les gérer, etc. Mais c'est pas ça. Mais même Euh, sans le conflit, c'est-à-dire que dans une relation, dans une conversation avec l'autre, des fois, il peut y avoir des mots qui ne sont pas nécessaires parce que, comme tu parlais de blesser, oui, c'est éventuellement, ça. il peut y Oui, avoir une interaction de mots
qui va peut-être correspondre à un ego ou à une perception immédiate, mais qui, si on prend le temps de la réfléchir, de se dire est-ce que c'est nécessaire de dire ça à ce moment-là. C'est aussi ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, d'autant que les Tibétains, par exemple, enfin, les bouddhistes, ils disent, mais même d'ailleurs dans la religion chrétienne, ce qui est quand même quelque chose de positif, c'est que, enfin, c'est surtout les bouddhistes, voilà, disent, il faut vraiment, c'est important chaque jour, essayer de ne pas provoquer de la souffrance. Voilà. Donc c'est vrai, avec les mots, ils peuvent être assassins. Donc, en tout cas, quand on est en conscience, il est important de faire attention à ne pas blesser l'autre. Voilà, ça c'est, pour moi, c'est quelque chose de très important. Voilà. C'était pour poursuivre ce que tu as dit. Après, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire et que je voudrais quand même rajouter, c'est que il faut pas oublier qu'en fait, on va se traiter inconsciemment de la même façon dont on a été traité. Et ça, on le fait tous, c'est comme ça. C'est-à-dire, si j'ai été maltraitée, je vais me maltraiter. Si par exemple, un enfant, on lui a pas, on l'a pas aidé dans son enfance à, je sais pas moi, à faire ses devoirs, qu'on n'a pas été attentif à lui, etc. Quand il sera un adulte, s'il ne fait pas un travail de conscience, évidemment, parce que on peut toujours redessiner son enfance et guérir tout ça. Mais je parle, si on n'a pas fait ce chemin-là, eh bien en fait, cet enfant, une fois qu'il sera adulte, il fera pas attention à lui. Il fera pas attention à lui, il sera pas attentif à ce qu'il devrait faire pour lui-même. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc il faut vraiment après tout rééduquer pour justement, si j'ai été maltraitée ou quand j'ai été maltraitée, ou pour les secteurs pour lesquels j'ai été maltraitée, ben je dis voilà, je me traite pareil, donc en prendre conscience et se traiter évidemment avec respect et amour parce que nous méritons tous hein, le respect et l'amour, ça c'est certain. Et c'est quelque chose qu'il faut se dire et se redire pour se guérir, pour guérir l'humanité entière. Nous sommes des êtres respectables et nous sommes dignes d'amour. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est apporter aussi la conclusion. Quelle pourrait être, toi, ta conclusion par rapport à tout ça? Qu'est-ce que tu pourrais, en quelques mots, poser pour chacun? Ben, ce que j'ai envie de dire pour conclure, c'est que plus j'ai une relation avec moi qui va être justement ouverte, accueillante, euh, sans jugement, plus ma relation à l'autre, elle va pouvoir être pareille et pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, je vais, je vais pouvoir exprimer qui je suis avec beaucoup moins d'appréhension, de crainte, parce que qui je suis finalement, ça ne va plus être ce qu'on a fait de moi, mais ça va être ce que je choisis d'être, bon, petit à petit, sans être présomptueux, bien sûr, parce que ça se gagne petit à petit, pas à pas. Et je pense que la qualité de la relation avec soi va provoquer la qualité de la relation avec les autres. Pour plusieurs raisons, on sait très bien que les autres ne changent pas, bien sûr, mais à partir du moment où on a affaire à des êtres qui sont plutôt toxiques, euh, si j'ai une bonne relation avec moi, d'abord, je vais moins rencontrer d'êtres toxiques, je vais moins les attirer, puisqu'on a déjà expliqué que j'attire en fait des relations toxiques quand j'ai des blessures qui ne sont pas guéries, quand j'ai des blessures de non-respect, d'humiliation, je vais attirer des situations, des personnes qui vont ne pas me respecter et m'humilier. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc plus je suis en phase avec moi-même, moins je vais rencontrer de gens comme ça. Ou si je les rencontre, je vais beaucoup moins, ils auront moins de prise sur moi, puisque de toute façon, les personnes toxiques ont forcément
une emprise sur moi si j'ai des blessures. Voilà, donc ça c'est très important. Et ce qui se passe aussi dans ma relation à l'autre, c'est que le fait d'être en accueil avec qui je vais inviter l'autre aussi, sans lui faire des conférences ou des raisonnements, mais je vais inviter l'autre par ma façon d'être, en fait, par ma propre ouverture. Je vais inciter la personne aussi à être dans l'ouverture de qui il est, dans la simplicité et dans la vérité. Plus je suis vrai avec moi-même, plus je suis vrai avec les autres, plus les autres vont être vrais avec moi et vont être simples avec moi. Voilà. De la même manière que si je mens tout le temps, que je suis pas vrai, je vais de toute façon, je ne serai pas en relation avec l'autre. Ça sera le personnage en moi qui va relationner de façon extérieure avec l'autre. Donc, voilà, c'est pas le but de cette vidéo. Ouais. Le but de cette vidéo, c'est justement d'arriver à avoir les uns les autres une relation la plus vraie possible, la plus simple possible et la plus aimante, enfin, parce que pour moi, la vie, elle est ouverte, quoi. Donc, les uns avec les autres, ce qui serait bien, c'est d'arriver le plus possible à être ouverts les uns envers les autres et, euh, et donc à avoir des relations qui soient des liens des liens dynamisants, quoi, qui créent une dynamique de vie, de créativité et de joie. Voilà, quoi, je peux conclure. C'est une très belle conclusion. Je trouve que j'ai rien à rajouter à ça. En tout cas, je te remercie, Amaya, d'avoir apporté ton point de vue. J'invite chacun à laisser un commentaire et pourquoi pas, si vous avez une question, n'hésitez pas à la soumettre. Hein. Si vous avez une question, un témoignage ou une opinion, n'hésitez pas à le soumettre sous la vidéo. C'est aussi l'espace pour et peut-être que ça permettra aussi à Maya d'élargir un peu plus les réflexions des sujets et apporter le plus de transmission possible. En tout cas, je te remercie encore une fois, Maya. Je vous remercie à tous de votre attention et de votre écoute et je vous dis au revoir et à très vite. Alors, des plaisirs, Daniel. Bien, au revoir à tous et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos.